Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session intitulée Évaluer le bien-être territorial. Je suis Caroline Granier, je suis chef de projet à la Fabrique de l'Industrie, qui est un laboratoire d'idées qui est dédié aux dynamiques industrielles. Et je coordonne les activités d'un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des territoires d'industrie, qui est un partenariat mené avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la Banque des territoires, l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, Intercommunalité de France et Région de France. Et dans le cadre de cet observatoire, on est amené à aller voir des territoires dont la dynamique industrielle est très favorable, d'autres un peu moins. Et à chaque fois qu'on se déplace dans un territoire, on nous parle du bien-être comme un des ingrédients clés de la dynamique industrielle et plus généralement de la dynamique territoriale. Alors aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir parler de cette question du bien-être territorial. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien sur un territoire ? Donc on va évoquer autour de cette grande thématique la question même du concept de bien-être, la question aussi de son évaluation, de la mise en œuvre finalement d'une politique autour du bien-être territorial avec un ensemble d'intervenants d'horizons très divers. Donc on a par ordre alphabétique Judith Baudelet qui est manager senior dans la société de conseil Algoé, bienvenue. On a également Monsieur Jérôme Arnois, donc directeur régional de l'INSEE Auvergne-Rhône-Alpes. Fiona Ottaviani, donc professeure à la Grenoble École de Management. Salila Maklouf, directrice des relations institutionnelles et internationales à la communauté urbaine du Creusot-Monceau. Et on va accueillir dans les prochaines minutes Thomas Fontaine, qui est le directeur général de Keolis Lyon. Donc ce que je propose aux intervenants, pour commencer, c'est de nous parler du bien-être territorial. De quoi parle-t-on ? Et je vous donne, Jérôme Arnois, la parole. Bonjour à toutes et à tous, ravi de pouvoir intervenir devant vous ce matin sur ce thème du bien-être territorial ou dans les territoires. Alors, de quoi parle-t-on en fait en ce qui concerne l'INSEE, donc, dont je suis le représentant ici dans la région, vous l'aurez compris. Le sujet est quand même, somme toute, assez récent, puisque jusqu'à il y a à peu près une quinzaine d'années, les approches de l'Institut en matière d'analyse, en matière d'études, en matière de production d'indicateurs étaient quand même très polarisées sur deux ensembles. La production d'indicateurs ou d'analyses plutôt sur les questions économiques autour du produit intérieur brut et des indicateurs associés. Indicateurs qu'on avait tendance d'ailleurs à commenter de manière un petit peu exclusive, et puis en complément donc une approche plutôt à caractère social, orientée plutôt ménage sur les conséquences ou les inégalités de la croissance, voilà. Alors, depuis en fait la constitution de la commission qu'on appelle la commission Stiglitz, en fait, il y a eu une remise en cause assez profonde de cette approche un peu binaire ou un peu double pour en fait basculer sur la base des recommandations qui ont été formulées par cette commission, sur laquelle on reviendra peut-être. Vers des productions d'indicateurs, vers des approches qui ne sont pas censées remplacer ce qu'on faisait depuis l'après-guerre, on va dire, mais plutôt compléter, éclairer de manière différente, en particulier sur les territoires. Alors, il faut être clair, la commission Stiglitz parle très peu de territoires, en fait, dans son contenu, dans ses recommandations. Il y a peut-être un tropisme parisien dans le casting de la commission, c'est une hypothèse. Mais toujours utile, et je m'arrêterai là dans cette première question, on va dire que l'INSEE et plus globalement la statistique publique s'est mobilisée pour ajuster, adapter ses dispositifs d'observation pour tendre vers des indicateurs dits de bien-être, c'est-à-dire questionner les ménages sur leur ressenti émotionnel, psychologique, voilà, d'une part, et puis par ailleurs essayer d'observer les aménités, les opportunités qui peuvent se présenter aux dits ménages, voire même aux entreprises, le tout constituant donc les indicateurs dits de bien-être ou, pour certaines collectivités, parce que je sais que le terme est utilisé, de bien vivre. Merci beaucoup. Fiona Ottaviani. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici. Alors,
C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être important de préciser que les vocables, en fait, ils sont pluriels. En fait, on parle de bien-être, on parle de bien vivre, de soutenabilité, de santé sociale, on parle même aussi de développement durable. Donc, on a tout un ensemble de vocables qui visent finalement à capturer ce qui serait des éléments de progrès socio-environnementaux, ou autrement dit, qui amènent à réfléchir collectivement sur d'autres finalités socio-économiques. Et je pense que, on va dire, le lien finalement des différentes démarches qu'il peut avoir à la fois en France, mais aussi à l'étranger sur le sujet. Nos collègues d'Amérique latine parlent de buen vivir, les gens en Afrique vont parler d'Ubuntu. Le lien, ça va être vraiment de cette réflexion sur les finalités dont on se dote, ici dans un contexte qui est un contexte que je qualifierais, faute de mieux, de crise systémique, c'est-à-dire de crise plurielle d'un point de vue écologique, social, environnementale. Et dans ce contexte-là, du coup, comment se donner collectivement d'autres finalités. Donc, bien évidemment, derrière, c'est un défi démocratique pour savoir comment arriver à convenir de ce qui va importer collectivement. Et puis, c'est aussi un défi pour prendre en compte les interdépendances, et ce, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire les interdépendances à la fois entre le social et l'environnemental, les interdépendances aussi entre les échelles, entre les territoires, qu'on sait très peu prendre en compte aujourd'hui, et puis les interdépendances entre des aspirations individuelles, des vécus individuels, et ce qui relève du champ du bien commun. Donc pour moi, c'est toutes ces composantes-là qui rentrent dans le bien-être territorial. Merci beaucoup. Salia Maklouf. Bonjour, merci pour permettre à la collectivité communauté urbaine Creusot-Monceau de pouvoir donner son point de vue sur cette thématique. Ça rejoint un peu ce que vous dites déjà sur plusieurs points, parce que finalement, une collectivité territoriale, son objectif premier, c'est l'intérêt général, l'intérêt commun. Et dans l'intérêt général, on a le bien-être des habitants d'un point de vue individuel qui s'intègre dans le collectif de l'intérêt général. Donc en fait, ce que vous disiez à l'instant est très juste et revient à ce que font les collectivités, c'est que c'est interdépendant. On ne peut pas raisonner le bien-être des habitants sans raisonner le bien-être des territoires, le bien-être territorial. Et le territoire doit créer les conditions d'un bien-être pour que ses habitants puissent se dire on est bien, on se sent bien dans le territoire. Sachant que ces deux notions interdépendantes, mais sont aussi différentes, parce que le bien-être des habitants, c'est une notion qui peut être subjective, c'est-à-dire c'est l'accomplissement de soi, c'est comment on se sent dans l'environnement global, alors que le bien-être territorial, c'est l'idée selon laquelle toutes les politiques publiques, finalement, elles doivent être à destination de l'habitant et lui rendre confortable son cadre de vie. Donc je crois qu'à travers des notions très objectives des recherches, viennent aider les collectivités à créer les conditions de politiques publiques adaptées au bien-être territorial. Voilà. Merci. Je vais laisser Julie Baudelet réagir justement sur cette différence entre bien-être territorial et bien-être des habitants. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'intervenir après trois personnes qui ont déjà bien balayé le sujet, avec des éléments aussi sur lesquels je voulais intervenir. Moi, je vais répondre évidemment à votre question, mais aussi peut-être resituer un peu plus dans le temps long, parce que moi, j'interviens donc auprès des collectivités sur l'élaboration de politiques publiques, et notamment des politiques territoriales, de planification territoriale. C'est des sujets sur lesquels on intervient. Enfin, c'est dans un cadre réglementaire, mais où on dit comment on va, entre guillemets, organiser le territoire pour justement qu'il soit plutôt agréable et qui fonctionne au bénéfice des habitants. Et donc moi j'interviens depuis à peu près plus de 20 ans, et il y a aussi une évolution, on va dire, de la sémantique, mais c'est bien plus que de la sémantique, sur cette question du bien-être territorial qui est finalement assez peu verbalisée dans les documents de planification territoriale jusqu'à maintenant. On va parler en effet plutôt de qualité du cadre de vie, et cette qualité du cadre de vie, elle a évolué aussi au fur et à mesure des années. Et pour être
hyper schématique évidemment, mais comme vous l'avez dit, Monsieur Arnois, c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, dans les documents de planification territoriale, on parlait, enfin voilà, ce qu'on pouvait peut-être, le bien-être territorial pouvait être représenté plutôt par tout ce qui était attractivité, compétitivité des territoires. Ce qui faisait qu'un territoire pouvait procurer du bien-être, c'était là où il y avait du développement économique, de l'emploi. C'était des territoires qui étaient bien desservis ou alors qui devaient être bien desservis par des infrastructures lourdes, voilà, et évidemment, comment dire, onéreuses, on va dire. Et puis, au fur et à mesure des années, avec évidemment les défis auxquels on est confronté de plus en plus, cette qualité du cadre de vie, elle a de plus en plus évolué vers une valorisation, une préservation du bien commun, on va dire, environnemental. Et évidemment, aujourd'hui, avec l'urgence climatique, le bien-être, si on interroge certaines... Enfin, voilà, j'ai interrogé quelques proches récemment, et ben, ce qui revient, c'est le bien-être, c'est territorial, c'est le territoire où, finalement, qui est là, qui est exemple, ou en tout cas, qui est protégé des risques climatiques. Donc, on voit aussi dans le concept ou l'approche du bien-être une évolution, certes sémantique, mais qui renvoie aussi au contexte plus général auquel on est confronté. Et donc, pour répondre à votre question, Caroline, oui, c'est vrai, et Madame Macloufle l'a bien dit, on est à la fois dans des convergences d'intérêts, où le bien-être des territoires, c'est aussi au bénéfice donc, du bien-être des habitants. Mais en même temps, on est dans des divergences, puisque ce qu'on peut comment dire, mettre en place au travers, enfin, ou en tout cas adressé au travers des politiques publiques de préservation de l'environnement, ou alors actuellement on parle beaucoup du zéro artificialisation nette, et ben ça peut venir percuter des aspirations individuelles des habitants qui veulent, enfin voilà, c'est hyper schématique aussi, mais voilà, la maison individuelle, ce qu'on appelle aussi le droit au barbecue, c'est très caricatural, mais voilà. Donc du coup ça vient aussi voilà, se percuter, et donc derrière, dans le cadre de l'évaluation de ce bien-être, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Merci. Thomas Fontaine, pour vous, de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque le bien-être territorial ? Moi, bonjour, j'ai une définition très immédiate du bien-être. C'est il y a un quart d'heure, j'étais à l'université en train d'attendre la conférence. J'ai discuté tranquillement de l'avenir du travail, donc je m'excuse de mon retard. Et j'étais bien tranquille, là je suis un peu moins à l'aise parce que je suis en retard. Donc moi, enfin, je suis dans le domaine des mobilités. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, il y a des infrastructures de transport, vous le disiez à l'instant, qui existent. Donc quand on parle de bien-être territorial, le fait que des infrastructures existent, qu'on ait de l'offre de transport, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On le sait aujourd'hui, on va même dans certains cas, et on va parler à la suite, je pense, des métropoles, des réseaux de métropoles, mais également sur des territoires, je connais entre autres le territoire du Creusot, ou à proximité, on voit que dans certains cas, les promoteurs disent, mais vous serez des services, vous aurez un bus toutes les 10 minutes, et là c'est quelque chose qui est apporté pour finalement créer en tout cas du bien-être et la capacité de pouvoir pousser des projets promotoriaux ou de pouvoir développer des politiques d'urbanisme. Il n'empêche, et je pense qu'on y reviendra à la suite, avant tout la question c'est est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça permet déjà de pouvoir desservir l'environnement, est-ce que c'est efficace, et surtout est-ce que sur ces questions de mobilité qui concernent, je pense, l'ensemble des personnes aujourd'hui pour des questions professionnelles ou autres, ça justifie du bien-être, c'est-à-dire des ondes positives ou négatives. J'y reviendrai également à la suite, et je vous le disais quand on avait échangé au préalable, nous, dans un réseau de transport comme celui de Lyon, j'ai été à Dijon aussi au préalable, c'est relativement simple, hein. On sait globalement, quand on voit les usagers un matin ou un moment, si l'actualité de la journée est bonne ou pas, ou si le réseau a fonctionné. Il suffit de croiser, 8-10 personnes et vous avez déjà ce retour. Donc cette question du fonctionnement et également du partage des mobilités, puisque aujourd'hui les mobilités, du moment qu'on sort de chez soi, on prend un réseau de transport, mais il y a également le partage avec les piétons, la capacité à pouvoir exister avec les nouvelles mobilités, c'est quelque chose de fondamental sur lequel on travaille aujourd'hui, au-delà des questions de réseau de transport et de desserte. Merci beaucoup. Donc, on le voit, la notion même de bien-être territorial est à la fois multidimensionnelle. Elle est aussi une question de défi démocratique, ça a été rappelé. Derrière, il y a toute une interdépendance entre différentes échelles. D'un territoire à un autre, cette notion peut être différente. Elle peut être mise en œuvre dans différentes politiques publiques.
Mais avant de parler vraiment de cette application, on va dire, dans les territoires, on va quand même essayer de mesurer ce bien-être territorial. Donc, Jérôme Arnois, donc, directeur régional de l'INSEE, est-ce que vous pouvez nous dire comment l'INSEE appréhende cette notion-là ? Eh bien, il l'appréhende en faisant tout son possible, mais avec une certaine difficulté quand même. Il faut être humble face à ce sujet. Je pense que c'est quand même un message qu'il faut avoir d'emblée en tête. Le bien-être ne se mesure pas aussi facilement que cela. Donc, dans ma première réponse, en fait, je mentionnais donc l'aspect subjectif. Donc, depuis la sortie du rapport, on va dire, de la commission Stiglitz, je l'ai dit, on a introduit un certain nombre de nouvelles questions. En fait, on a adapté nos questionnaires d'enquête auprès des ménages, notamment, en les complétant, en les ajustant, pour poser des questions sur ce ressenti subjectif que peuvent avoir les ménages sur vraiment ce qui fait leur vie, hein, le travail, les relations sociales, le fait de se sentir déprimé ou pas, enfin voilà. Donc c'est vraiment un spectre très très large. D'ailleurs, il y a les questions éducatives aussi, voilà, le fait que les enfants se sentent bien à l'école, etc. Et donc, la commission Stiglitz a, dans son rapport, listé d'ailleurs une dizaine de dimensions ou de thèmes, de sujets sur lesquels on considère que ça constitue des déterminants du bien-être subjectif des habitants. Alors le problème, c'est que certes, on a adapté notre système d'observation en la matière, mais les enquêtes auprès des ménages ne peuvent pas être passées auprès de l'ensemble des habitants du territoire national. On est quand même près de 70 millions. Et donc, idéalement, pour pouvoir avoir une approche couvrant tous les territoires, il faudrait être en mesure d'interroger de manière suffisante les habitants de chacun de ces territoires, en particulier des EPCI, des intercommunalités, en disant voilà, comment vous vous sentez-vous en ce moment, comment ça se passe. Et ça, matériellement, financièrement, c'est absolument impossible. Voilà. Donc, les enquêtes existent, mais elles restent globalement nationales. On arrive à produire quelques indicateurs départementaux en empilant des résultats d'enquêtes annuelles, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que je pense que ça n'a pas grand intérêt, mais retenez qu'on a une difficulté de collecte en fait, de cette information déjà en soi sur les indicateurs purement subjectifs. Alors du coup, comment on fait? Parce qu'il faut bien trouver une solution. Eh bien, on se reporte, et ça va être l'objet de la présentation qui va arriver juste après, on se reporte sur des éléments dits objectifs. Et là, on rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ces opportunités qui sont offertes aux habitants, aux entreprises, enfin dire à toute la communauté citoyenne du territoire. Et donc, ça passe par des indicateurs qu'on essaye de mobiliser, nous, dès l'échelle communale. Ça, c'est un point important parce que qui dit bien-être territorial dit qu'on doit, implicitement, en tout cas c'est une rigueur qu'on s'impose, être en mesure de l'évaluer autant que faire se peut dans tout type de territoire national. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour l'INSEE. Il n'y a pas les territoires dans lesquels on sera en mesure d'évaluer le bien-être, en particulier les métropoles qui bénéficient quand même de beaucoup d'aménités en soi, même s'il peut y avoir des aspects aussi négatifs, de pollution et autres. C'est vraiment des indicateurs pour tous. Et donc, la présentation que je vais faire dans quelques instants, en fait, repose sur ce principe de constitution d'indicateurs. Vous allez voir, donc, on a fait un point, à peu près une trentaine, a priori. Après, on réduit un petit peu le nombre. Et donc, ces 30 indicateurs, à peu près, sont disponibles pour, de manière objective, évaluer le bien-être dans le territoire, avec des conventions qui sont très fortes, qui ont forcément leurs limites, et qui résonnent surtout en relatif. Ça aussi, c'est important, c'est que l'INSEE ne produit pas d'étalon du bonheur, du bien-être, dans son bouquet méthodologique. Il n'y a pas une recette magique. Il n'y a pas une recette magique. Alors donc, on m'encourage à illustrer en fait mon propos, voilà. Donc, alors ça va aller assez vite hein, parce qu'on a évidemment assez peu de temps et ce qui compte, c'est de pouvoir échanger, de répondre à vos questions. Donc, je vais vous présenter donc des éléments d'analyse justement de cette trentaine d'indicateurs pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner au niveau national et infra. Alors, vous voyez, l'intitulé, c'est « Approche à partir d'indicateurs objectifs sur la qualité de vie ». Alors, on part donc d'un ensemble d'une trentaine d'indicateurs. Donc, c'est ce qu'on a à disposition, encore une fois, pour à peu près toutes les communes de France et de Navarre, comme j'ai l'habitude de dire. Hein. Donc, il y en a quand même plus de 35 000.
Voilà. Et donc, pour les 35 000 communes de France et de Navarre, on dispose en fait d'un certain nombre d'indicateurs qui sont calculés par le recensement, par certaines sources fiscales auxquelles on a accès, etc. Et on les a sélectionnés en se disant, tiens, ça, c'est un indicateur qui est en lien avec la question du bien-être ou de la qualité de vie dans le territoire. Et vous voyez, on les a classés un peu par thématique. Donc, il y a un bloc environnement, logement, santé. On peut totalement débattre du périmètre du bloc. Et puis, il y a un autre bloc, celui de droite, revenu, emploi, éducation. Et à l'intérieur de chacun de ces blocs, vous avez donc des sous-thèmes. Donc, il y a des indicateurs sur les temps d'accès, des indicateurs sur le logement et la sécurité, et des indicateurs sur la vie sociale, la santé. Sur le bloc de droite, exactement de la même manière. Alors, une des difficultés, et ça, je vous rassure, on ne va pas rentrer dans le détail de cela, c'est qu'un certain nombre de ces indicateurs sont en fait porteurs de la même information en termes de comparaison de territoire. Il y a des doublons d'un point de vue informationnel. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a éliminé, on a sélectionné, on a éliminé les indicateurs qui nous semblaient un peu superflus, un peu superfétatoires. Ça ne veut pas dire qu'ils ne servent à rien. Ça veut dire que dans le cadre d'un approfondissement, ils seraient à remobiliser probablement. Mais en tout cas, pour la présentation de ce matin, on a fait une sélection qui a conduit à réduire un peu le nombre d'indicateurs à un nombre plus modeste, plus maîtrisable. Alors malheureusement, on n'arrive pas à lire le détail, mais faites-moi confiance. Vous voyez, de 27 indicateurs, on passe à une toute petite vingtaine. Ce sont exactement les mêmes blocs, les mêmes ensembles, les mêmes thématiques. Et donc, les indicateurs en question sont sont en principe relativement complémentaires. Donc il y a des choses sur les revenus, des choses sur les inégalités de revenus. Il y a des choses en lien avec les aménités, voilà, des choses, des indicateurs en lien aussi avec les temps de transport pour rejoindre, pardon, ma voix commence à se couvrir déjà, rejoindre des équipements dits vraiment de proximité, etc. Voilà, donc ces indicateurs sont ceux-là. Et à partir de cela, on a formulé un indicateur de synthèse qui est d'ailleurs un sujet questionné dans le rapport Stiglitz aussi. Parce que justement, je me contredis un peu moi-même en disant, d'un côté, le PIB en tant qu'indicateur unique est très contestable, mais en même temps, pour pouvoir comparer les territoires entre eux, en tout cas dans une première approche, on est un peu obligé quand même de revenir à une espèce de moyenne qui synthétise un peu tout cela. Mais ça ne veut pas dire qu'après, on ne va pas faire des zooms. Et là, vous voyez qu'avec... on ne va pas entrer dans les détails de la technique, mais en constituant une espèce de note globale de bien-être sur la base de cette petite vingtaine d'indicateurs objectifs, vous voyez que plus c'est rouge, plus a priori, sur la base de ce bouquet d'indicateurs qui est actuellement disponible chez nous à l'INSEE dans nos bases de données, vous voyez qu'il y a des différences, pour ne pas dire des inégalités, qui apparaissent entre les différents départements du territoire hexagonal, d'accord, en y incluant la Corse, bien entendu. Donc le plus foncé correspond à un meilleur... A priori, selon cet indicateur de synthèse, ça correspond plutôt à une espèce de cumul d'indicateurs qui vont dans le bon sens d'un point de vue objectif. Je le dis de manière, par une périphrase, voilà, justement pour éviter un peu l'aspect normatif. Donc, alors, si on creuse un petit peu, et justement, si on raisonne par sous-thème, c'était tout l'enjeu de vous alerter sur le fait qu'il y a des thématiques, en fait, et c'est tout l'intérêt de la démarche, justement. Nous, on travaille beaucoup en partenariat avec les acteurs publics, notamment avec les collectivités locales. Tout l'intérêt, c'est de voir, en fonction des priorités de politique publique du territoire, de ce que les élus du territoire cherchent à faire comme projet de territoire, tout l'intérêt, c'est de voir justement sur quel bouquet d'indicateurs, sur quel spectre, en fait, on est censé identifier peut-être des manques, des différences par rapport à d'autres territoires de référence, et à essayer d'y apporter des réponses a priori satisfaisantes pour les citoyens dont effectivement on cherche à ce qu'ils se sentent bien chez eux, dans leur territoire, voilà, ou qui s'identifient. Donc vous voyez, en fait, là sur la gauche, c'est la carte, la toute première carte que je vous ai présentée, de manière très globale sur les 20 indicateurs, et vous voyez que quand on décline par les deux sous-thèmes, déjà il y a des différences qui apparaissent, c'est-à-dire qu'un même indicateur synthétique, et on revient bien sur la question du PIB, en fait, d'une certaine manière, une moyenne comme le PIB ou une moyenne comme un indicateur de synthèse cache en fait, en vérité, des différences au moins thématiques et aussi territoriales.
Alors quand on creuse, c'est pareil. Hein. Donc quand on descend les 2 arbres que j'ai évoqués, que j'ai montré tout à l'heure, on voit aussi. Et donc vous voyez, ça change. Alors c'est assez intéressant parce que justement il y a une carte en toute fin de présentation, mais j'anticipe. Si on superpose avec l'évolution de la population dans les départements, par exemple, on pourrait se dire, mais finalement là où les indicateurs sont peut-être les plus favorables, c'est peut-être là qu'il y a des mouvements de population les plus forts. Eh bien, il y a des choses qui coïncident, effectivement, mais en même temps, ce n'est pas flagrant. Voilà. Donc ça aussi, c'est peut-être à méditer et sans doute à creuser dans le cadre d'analyses complémentaires. Voilà, donc je passe en revue très vite, hein, voilà, parce que je n'ai pas le temps de commenter, mais vous voyez, donc là c'est pareil, on a zoomé sur emploi et revenus, sur les aspects éducatifs, et donc vous voyez que le nuancier, en fait, évolue en fonction des thématiques, et donc on revient bien sur cette question multifactorielle du bien-être dans les territoires, c'est tout à fait juste. Hein. Voilà. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est une petite alerte en matière sur cette approche, hein, qui est une approche vraiment de présentation pour ce matin. Hein. Ce n'est pas du tout une étude qu'on s'apprête à publier la semaine prochaine, hein, je vous le dis très franchement. C'est vraiment pour exposer notre savoir-faire en la matière, et c'est aussi une offre de service en direction des collectivités, très honnêtement, en matière de partenariat. Prenons deux départements, qui est celui de la Seine-et-Marne, par exemple, et puis celui de l'Allier. Vous voyez sur la carte de gauche, en fait, ce que révèle la carte nationale des indicateurs, c'est que ces 2 départements sont à peu près dans la même valeur de l'indicateur global. Eh bien, quand vous déclinez par thématique, d'un côté le logement santé et de l'autre emploi éducation, vous voyez que la Seine-et-Marne, en fait, se retrouve dans une situation relativement défavorable sur les questions environnement, logement, santé. L'Allier est mieux positionné, il a une couleur un peu plus vive. Voilà. Et en revanche, sur les questions emploi, éducation, revenus, par contre, c'est l'inverse, c'est la Seine-et-Marne qui, par rapport à l'Allier, se retrouve dans une situation plus favorable. Donc tout ça pour vous dire qu'attention à la fameuse dictature de la moyenne, hein, c'est une expression maintenant qui est presque galvaudée, hein, en fait. Voilà. Attention à ces approches en moyenne, justement. Vous voyez, je suis toujours sur 2 pieds hein, depuis le début de mon intervention. Là, on voit bien que, justement, encore une fois, en fonction du projet de territoire, il faut justement creuser les analyses et voir en fonction. Alors, au sein même d'un département, on retrouve ce nuancier. Donc là, on a pris deux autres exemples, à savoir toujours le département de l'Allier, mais le département de l'Hérault, qui sont en approche globale dans une situation comparable. Mais par contre, quand on détaille par EPCI, c'est-à-dire quand on fait de l'infradépartemental, là apparaissent aussi en fait des nuances à l'intérieur même du département. Donc, alors ça renvoie vraiment vers le projet de territoire à l'échelle du département, mais aussi ça renvoie aussi peut-être à des formes de collaboration entre EPCI. Enfin voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut faire à l'échelle d'une interco, comment on travaille avec les intercos d'à côté. Voilà, c'est ce genre de choses que la carte fait apparaître, en tout cas au sein même d'un département. Vous voyez qu'il y a aussi un nuancier territorial et que à travers cette vingtaine d'indicateurs à notre disposition, eh bien, on fait apparaître des choses tout à fait différentes, tout à fait spécifiques. Et pour finir, lorsque l'on met en regard, alors là je reviens vraiment à la carte nationale de l'indicateur global, c'est toujours la même carte à gauche que la toute première, et si on met ça en regard avec des analyses qui ont été faites à partir des fameuses enquêtes auprès des ménages sur le ressenti très subjectif, le ressenti que je qualifierais d'émotionnel. Hein, vous voyez, en fait, on n'est pas dans le même diagnostic et finalement, le nuancier, les différences entre départements, alors il y a des choses qui coïncident, mais vous voyez que par exemple, cette intensité du bien-être le long du territoire littoral atlantique, par exemple, eh ben, elle est pas, on la voit pas de manière aussi nette sur les indicateurs de bien-être purement subjectifs, alors qu'a priori, ça se retrouve de manière un peu plus évidente sur les indicateurs que j'ai commentés jusqu'à présent et l'évolution de la population, j'ai déjà dit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Fiona Ottaviani, vous aussi, vous approchez en fait cette idée de comment on mesure le bien-être territorial, mais non pas à partir d'indicateurs objectifs ou recueillis à l'aide d'une enquête nationale, mais à partir de votre participation à des expérimentations locales, notamment la démarche IBEST. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes démarches auxquelles vous avez participé ?
Alors oui, mais je vais peut-être recalibrer un tout petit peu la question, au sens où je vais peut-être juste démarrer en parlant des initiatives existantes. Parce qu'en fait, moi, ça fait à peu près 15 ans que je travaille donc sur cette thématique-là. Et il y a de très nombreuses initiatives qui ont vu le jour, on va dire, ces 20 dernières années, que ce soit partout dans le monde, au Japon, aux États-Unis, au Cap-Vert, etc., au Bhoutan, hein, qui est très célèbre avec son bonheur national brut, ou que ce soit à l'échelle internationale, hein, par des institutions, par exemple, comme l'OCDE, avec le Better Life Index, ou à l'échelle européenne et sur les territoires dans différents endroits d'Europe. Donc ça, je pense que c'est important en préambule de le rappeler. Et effectivement, je ferai un focus sur l'expérience à laquelle moi j'ai le plus contribué, qui sont les indicateurs de bien-être soutenables, territorialisés, à Grenoble, donc on appelle IBEST en cycle, mais je vais peut-être démarrer en disant quelques éléments déjà sur, on va dire, l'ensemble des initiatives existantes. Donc ces initiatives, quand on regarde finalement, si on fait le bilan aujourd'hui de ces initiatives, dont certaines ont toujours cours, hein, et dont certaines ont passé l'épreuve du temps, puisqu'il y a des initiatives qui ont aujourd'hui plus de 15 ans, et c'est aussi le cas d'IBEST, hein, par exemple, qui a débuté autour de 2002 dans la métropole de Grenoble. On a finalement vraiment cette volonté, pas simplement de créer une nouvelle métrique, et ça je pense que c'est vraiment un point important, hein, ce qui ne veut pas dire que le volet métrique ne soit pas d'importance, mais ça veut dire que plus largement, ça s'inscrit dans une démarche pour repenser les finalités sociales, dans une démarche de changement social et de changement collectif. Et ça, je pense que si on ne veut pas perdre de vue la philosophie de base, en fait, des approches qu'il y a autour, finalement, des mouvances qui ont posé ces questions au départ de richesse, de bonheur, etc., il faut en revenir justement à cette finalité de changement social. Et ça amène quelque chose qui a d'importance méthodologiquement, qui est le fait d'éviter de concevoir en silo, comme on le fait très souvent dans le cadre des politiques publiques ou dans les organisations, tout un ensemble de dimensions. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les regarder par dimension, hein, ce qui est d'intérêt, mais ça veut dire qu'à un moment donné, dans la démarche, il va falloir pouvoir se dire, est-ce que finalement les questions de mobilité, de santé sont liées? Est-ce qu'on a un lien entre la fréquentation, par exemple, des parcs, de la nature, et le fait de se sentir bien? Donc, arriver à reconnecter des champs de politique publiques qui, jusqu'à présent, peuvent être parfois pensés de manière un petit peu indépendante. Donc ça me paraît vraiment des points d'importance. Et en fait, les stratégies pour développer ce type de démarche, elles sont plurielles. Et je pense qu'il faut finalement bénéficier, capitaliser, même si le terme n'est pas très joli, sur le retour d'expérience qu'il y a. Donc, je vous le signale dès à présent, nous, on a créé un site internet qui existe, qui s'appelle Cap Bien Vivre, donc qui est un centre ressources qui vise à la fois à rendre compte en fait de la genèse intellectuelle plurielle de ces réflexions-là, mais aussi qui comprend une base de données des indicateurs existants, donc qui peut se permettre de se familiariser avec les différentes initiatives qui ont eu cours ou qui ont encore cours sur les territoires. Du point de vue méthodologique, on peut faire finalement des approches plus expertes, plus participatives, on peut être sur des indicateurs synthétiques, on peut être sur des indicateurs d'enquête. Donc on voit bien que les stratégies sont plurielles. Moi, je pense qu'il y a un vrai art de l'articulation ici à concevoir, c'est-à-dire à savoir comment on articule justement la parole citoyenne, et en le ramenant pas simplement sur le supplément d'âme des démarches, mais de manière tout à fait élaborer, penser comment on articule ça. Et c'est le pari en fait qu'on a fait avec IBEST, de se dire comment on arrive à reposer sur ces deux piliers participatif et un questionnaire d'enquête riche repassé à plusieurs intervalles de temps, en 2012, 2018, 2020, 2023, qui permet vraiment un suivi longitudinal sur tout un temps de dimensions d'importance, le temps et le rythme de vie, la santé, l'accès aux biens de subsistance, etc. Donc ici, c'est vrai que pour moi, il y a vraiment à penser chacune des éléments apportés par les démarches comme autant de modules. Quand je dis des modules, ça veut dire que chaque démarche a finalement expérimenté des choses
qui peuvent être d'intérêt pour d'autres territoires, et c'est pour ça qu'on s'est lancé collectivement sur cette initiative autour du centre ressources, pour se dire il y a à s'inspirer finalement de l'existant, que ce soit dans la manière de faire de la participation. On a par exemple des retours d'expérience extrêmement riches d'une démarche qui s'appelle Spirale, qui a été portée par le Conseil de l'Europe à l'échelle de toute l'Europe. Il y a plus de 200 territoires qui ont contribué. Donc pour des territoires qui voudraient finalement embarquer leur population, et c'est d'importance dans ce volet de changement social, il y a effectivement déjà un outillage méthodologique de Spirale qui est non négligeable. Pour des territoires qui veulent finalement aussi se dire comment on enrichit le volet observation et qu'on n'en reste pas à la compilation des données qu'on a déjà existantes, de taux d'emploi, de RSA, etc. On a aussi tout un tas de retours méthodologiques sur de la création d'enquêtes. Donc c'est le cas à l'échelle nationale, mais c'est aussi le cas à l'échelle locale. Et donc tout ça, c'est tout un ensemble de modules avec lesquels chaque territoire peut composer pour répondre à ces enjeux propres. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, Caroline. Non, vous avez encore 5 minutes si vous voulez. Donc peut-être vous dire quelques mots, simplement pour illustrer, mais bien évidemment là je vais vous parler un petit peu donc, des indicateurs de bien-être soutenable territorialisé de Grenoble, mais on pourrait prendre toute autre démarche très intéressante. Il y a eu des approches, par exemple autour de l'indicateur de santé sociale en Hauts-de-France, il y a eu des approches autour de l'indicateur de capacité relationnelle qui a été plutôt dans les pays du Sud pour cerner par exemple l'effet des implantations des multinationales, ou au niveau organisationnel. C'est aussi d'importance aujourd'hui comment on va étudier ce bien-être et accompagner ces dynamiques dans des lieux comme des écolieux, des tiers-lieux, etc. Donc là-dessus, il y a beaucoup finalement déjà de retours d'expérience qui existent et dont ça vaut la peine de saisir. Alors si je vous dis quelques mots du coup sur IBEST, donc la démarche de Grenoble. Alors quand je dis de Grenoble ici, c'est vraiment déjà un collectif d'acteurs. Au départ, c'est une interrogation de professionnels de politique publique qui se disent, on se rend compte qu'en fait, on utilise toujours les mêmes indicateurs, notamment sur la politique de la ville, que ce sont des indicateurs qui sont quand même pas mal à charge, qui participent à faire un tableau noir, en fait, entre taux de RSA, taux de chômage, taux de délinquance, taux d'immigrés, d'étrangers, etc. Donc, ça participe effectivement. Et quand on regarde nos études Cali, pourtant, il y a l'air de se passer des choses d'intérêt, mais notre outillage statistique est absolument pas capable de rendre compte de ça. Donc le point de départ à Grenoble, autour de 2002, c'est vraiment cette intention-là de dire comment on va capturer différemment ce qui compte sur les territoires et surtout se doter d'un outil qui nous permet d'observer l'effet des politiques publiques. Puisque là, la frustration venait aussi du fait que ce qu'a amené la politique publique n'était pas visible à travers les quelques indicateurs classiques qui étaient renseignés pour ces quartiers-là. Alors, on a eu toute une première phase, mais qui est d'importance, enfin, qui est d'intérêt par rapport à la manière dont se structure aujourd'hui souvent le débat. Vous voyez qu'on a déjà employé plusieurs fois dans la discussion indicateur objectif, indicateur subjectif. Je ne suis pas tout à fait tranquille avec cette distinction-là, au sens où derrière objectif, souvent ce qu'on met, c'est des indicateurs sur les aménités, c'est-à-dire sur l'accès à une offre. Est-ce qu'il y a un bon maillage de médecins sur le territoire? Est-ce que j'ai un réseau de transport à proximité de chez moi? Voilà, donc c'est essentiellement des indicateurs d'offres qui sont d'importance. Si on n'a pas de médecin en bas de chez soi, ça peut être compliqué pour aller se soigner, mais dont on voit bien que ça ne suffit pas, au sens où on va devoir compléter, et c'est là où il y a vraiment à penser, comme vous l'avez mentionné, une démarche sur 2 pieds. Il y a à compléter non pas avec des indicateurs que j'appellerais subjectifs, parce que ça tend, on voit bien qu'il y a un peu quelque chose d'un peu péjoratif quand on parle de subjectif, ou qui ne serait pas de l'objectivation, mais on a une objectivation de quelque chose qui est d'importance, qui est par exemple, est-ce que les gens ont réellement accès aux médecins qui sont en bas de chez eux. Et quand on cherche à cerner vraiment l'incidence d'une politique de santé, par exemple, c'est quand même d'importance de savoir, pas simplement si j'ai un médecin en bas de chez moi, mais si vraiment je peux aller me soigner auprès de ce médecin. Donc il y a une vraie complémentarité entre ces deux sources-là, donc que je ne qualifierais pas d'objectif et de subjectif, mais on a des données qui portent davantage sur l'offre du territoire, sur ses aménités, sur des données qu'on peut recueillir via effectivement les services administratifs existants,
les CAF, les Pôle emploi, etc. Et puis on a des données qui vont nous renseigner plutôt sur les possibilités d'accès. Est-ce que j'ai véritablement la possibilité d'accéder, ou est-ce que je fréquente, etc. Et je pense que les deux sont totalement complémentaires. En tout cas, nous, du point de vue de Grenoble, on a commencé à vouloir, dans un premier temps, compiler des indicateurs existants. Notre bilan, au bout d'un an, ça a été qu'on avait beaucoup d'indicateurs sur l'offre, des indicateurs qui étaient quand même des fois très décalés par rapport à ce qui nous intéressait, c'est-à-dire des indicateurs sur le nombre de réunions publiques, mais qui ne traduisent pas la qualité du débat démocratique. Et c'est bien ça qui nous intéresse quand on est, par exemple, sur démocratie et vivre ensemble. Et donc, que c'était vraiment nécessaire de développer, d'éclairer ces zones d'ombre de la statistique publique. Et de ne pas le faire seul, de le faire dans une démarche vraiment collective où on va structurer avec les citoyens, avec les élus, avec les professionnels des politiques publiques, donc avec les acteurs associatifs, donc avec l'ensemble des acteurs du territoire. On va structurer finalement ce que vont être les grandes dimensions du bien-être, leurs sous-dimensions, et on va finalement alimenter l'ensemble de cette réflexion-là par enquête. Aujourd'hui, depuis 2015, la métropole grenobloise a adopté IBES comme référentiel de la politique publique. Donc c'est utilisé à différentes fins, que ce soit des fins d'observation, d'évaluation et de pilotage. Mais je pense que j'ai peut-être déjà dépassé un peu mon temps de parole. Donc peut-être qu'on reviendra à la fin justement sur ces trois types d'usages qu'on retrouve à la fois dans IBES, mais sur lesquels on peut revenir aussi avec les usages déjà existants et le retour d'expérience qu'on a déjà d'autres initiatives tout à fait intéressantes. Merci. Juste une question. Quand vous parlez de structuration avec les citoyens, les collectivités, c'est-à-dire qu'en amont, vous organisez, je ne sais pas, des groupes de réflexion, des groupes de travail sur les indicateurs qui seront mis en avant dans les enquêtes. Alors, pas directement sur les indicateurs. En gros, il y a eu toute une phase déjà de création de connaissances, mais on n'a pas dit aux gens, voilà le panel des indicateurs, choisissez-en. On leur a dit, voilà la connaissance qu'on a produite sur des champs qui étaient méconnus. On voudrait que vous nous rendiez un avis sur les dimensions qui sont d'importance en termes de bien-être et de bien commun pour vous. On voudrait que vous puissiez contester aussi la manière dont on a conçu la démarche. Et du coup, on a fait des choix qui sont assez spécifiques dans IBES, qui ne sont pas forcément les choix qui ont été faits sur d'autres territoires. Donc, chacun a leur avantage et leur inconvénient. C'est-à-dire que nous, on est plutôt parti du fait d'avoir un groupe de citoyens relativement restreint, donc avec plusieurs sessions de travail pour qu'il y ait vraiment une possibilité de construction d'un collectif et donc d'un avis partagé entre ces citoyens-là et qui soit divers. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui aient différentes situations sociales, des gens qui sont en logement social, des gens qui sont en bonne santé, d'autres qui sont en mauvaise santé, des lycéens, des gens plus âgés, etc. Quand d'autres territoires ont plus choisi finalement d'ouvrir la participation de manière très large. Donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. Dans le cas où on ouvre très large, ça permet quand même une mobilisation forte de différents collectifs. On l'a un peu fait, mais de manière peut-être plus modeste sur Grenoble. On s'est vraiment basé sur cet avis citoyen et sur le fait qu'on travaille avec des méthodes décalées aussi. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste les experts qui arrivent et qui disent voilà, la batterie d'indicateurs, choisissez. Mais on s'est appuyé sur des associations d'éducation populaire pour construire vraiment des méthodes de travail qui soient adaptées. Donc repartir des comptes, par exemple, et pas des comptes avec un M et un P, mais des comptes qui nous permettent justement de rêver, d'établir un récit. Et donc ça a été finalement en rentrant de manière décalée qu'on a pu revenir à la construction statistique. Et donc on a eu un forum hybride sur le territoire, mais ce qui a pu être expérimenté aussi sur d'autres territoires, hein, par exemple, je pense ici aux Hauts-de-France. Merci. Je rappelle pour le public présent ou à distance que vous pouvez envoyer vos questions donc au 07 67 84 64 et 67. Et je relayerai bien sûr vos questions aux intervenants. Vous venez de parler de diversité. On l'a vu aussi sur les cartes que vous avez présentées, Jérôme Arnois. Bien sûr, quand on est au niveau territorial, on se rend bien compte de cette diversité. Ça touche bien évidemment le bien-être. Je me tourne vers Thomas Fontaine pour savoir, donc vous avez parlé de vos différentes expériences à la fois Dijon et Lyon. Est-ce que vous pouvez illustrer finalement cette diversité des modes de vie dans ces deux villes ?
Oui, alors, vous avez abordé au préalable dans vos deux interventions, là, à l'instant, la question des infrastructures. La question des infrastructures, il y a une question de financement. Donc c'est vrai que souvent, quand on est sur des territoires, hein, je vais venir sur Lyon et Dijon, on dit dans le fond, mais s'il y a un bon réseau de transport, une bonne desserte, ça fonctionne. C'est pas si simple que ça. Et globalement, si je le fais dans un schéma très simple, je vais me permettre de mettre une troisième catégorie de territoires sur des territoires qui sont des territoires, on va dire, de zones moins desservies par les transports, pour les caractériser. Moi, je suis originaire de l'Ardèche, vous comprendrez pourquoi je suis sensible à ce sujet-là, mais c'est pas bien sûr le seul endroit où il y a des difficultés. C'est que finalement, si je fais un schéma relativement simple, quand vous êtes dans des départements qui sont mal desservis, vous êtes dépendant des transports. Sur des métropoles ou des villes intermédiaires, vous avez le choix, donc il y a tant soit peu de confort. Et après, vous repassez, et là on va prendre la région parisienne, Lyon ou les grandes métropoles, vous repartez sur un schéma de dépendance également, puisqu'il est très compliqué d'avoir une voiture et d'avoir des déplacements qu'en voiture. Donc dans ce modèle-là, et je vais l'illustrer par les réseaux de Lyon et Dijon et peut-être d'autres analyses, si on prend l'exemple de Lyon. Lyon, c'est un des réseaux références en Europe, 1 400 000 habitants dans la métropole, quasiment 2 millions de voyages par jour. Donc ça veut dire que globalement, vous avez 1,4 voyages par jour sur le réseau de Lyon, c'est-à-dire qu'il y a une vraie utilisation de ce réseau et c'est historique. Moi, en l'occurrence, je suis lyonnais, je le connais depuis une quarantaine d'années, ce réseau. C'est un réseau sur lequel il y a toujours eu un réseau défini avec derrière à la suite, et on va parler de bien-être des usagers de transport, une approche qui non seulement concerne le développement du réseau au niveau territorial, au fur et à mesure, donc sur l'échelle de la métropole, avec des interdépendances également territoriales menées là, par Citral Mobilité, qui est sur l'ensemble du département du Rhône, puisqu'on a un réseau qui est entièrement maillé maintenant sur le département du Rhône, avec des dessertes quand même renforcées au niveau en termes en car ou en desserte sur les autres villes et zones limitrophes. Maintenant, la réalité, c'est pourquoi ça fonctionne. Ça fonctionne également parce qu'il y a une approche qui est autour de l'écoute des usagers, de la compréhension de ce qui doit être la réalité d'un réseau de transport. Je ne vais pas rentrer trop longuement dans l'historique, mais la première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un usager est satisfait du réseau de transport? Quand on fait une analyse, c'est assez systématiquement la même chose. Vous allez le retrouver en région parisienne, vous le retrouvez à l'international. J'ai en tête une enquête que j'ai pu voir la semaine dernière sur Oslo. Grosso modo, on est sur des tailles de métropole à peu près équivalentes. Vous avez en premier lieu la fiabilité du service. C'est-à-dire que globalement, même si on a des systèmes aujourd'hui qui sont très développés de suivi en temps réel du réseau et autres, c'est le matin, je me lève pour des questions de desserte, faire amener mes enfants à l'école pour aller au travail ou pour toute autre chose. Il faut que je m'assure que le service est fiable et on a par rapport à ça, donc la fiabilité, on a deux indicateurs. C'est le fait que globalement le service soit assuré. Donc j'arrive, j'ai mon métro, j'ai mon bus qui passe à l'heure et ainsi de suite. Là, on se rend compte que alors, sur les bus, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sur 85%, 90% de passages à l'heure, on arrive à être sur de la satisfaction. Sur le métro ou sur le tramway, c'est un plus au-dessus, puisqu'on a des fréquences et des attentes qui sont encore plus fortes. Ça, c'est un premier point, c'est la fiabilité du service. Et c'est fondamental. Et j'aurais tendance à dire, je fais juste un léger pas de côté, il y a eu des époques sur les opérations de transport où on s'est dit, mais finalement, il est peut-être utile d'aller développer d'autres choses, l'approche au niveau des loisirs, de faire de l'animation à bord et autres. C'est très bien, mais c'est certainement sympathique également, et on le fait dans tous les cas. Le premier point, c'est la fiabilité du service. Le deuxième point, et on le sait, c'est un point important, c'est d'aller pouvoir accompagner les personnes, l'ensemble des personnes, fragiles ou non, sur la prise du réseau de transport. Il y a des questions d'accessibilité qui sont fondamentales. Et là, je parle du réseau de Lyon, mais c'est fondamental partout. Sur d'ailleurs des fragilités qui sont visibles ou non visibles. Des questions bien sûr d'âge. Pour l'approche également, nous on a des politiques qui sont d'approche, on appelle ça des marches exploratoires. Donc c'est-à-dire qu'on accompagne, que ce soit des jeunes enfants, des personnes, des femmes entre autres le soir, qui doivent rentrer à 23h30 sur une zone compliquée. On les accompagne pour voir comment elles peuvent prendre le réseau de transport. Et là, on parle réellement de bien-être. Et j'aurais tendance à dire par rapport à ça, c'est le bien-être pour qui, et c'est fondamental. On se rend compte qu'aujourd'hui, sur les réseaux de transport globalement équivalents, quand on fait des analyses, dans les enquêtes qu'on peut mener, le fait qu'il y ait un bon niveau de fréquentation ou non sur certaines populations, il est lié à l'accompagnement et le type d'accompagnement, la compréhension des besoins, le fait qu'on ait de la présence humaine aussi. Et ça, je me permets d'insister là-dessus. Alors, présence humaine, c'est pas forcément simple. On ne peut pas avoir dans chaque station de métro, je vais même encore pousser le modèle, dans chaque arrêt de bus, une présence humaine, mais il faut qu'on assure globalement, avec nos personnels, nous ici sur le réseau de Lyon, on est 4700, il faut qu'on assure que globalement, toutes les personnes qui sont là puissent être au plus près des usagers. Je sais que c'est un enjeu très fort pour pouvoir avoir ce sentiment globalement de présence.
Et derrière, l'autre point, c'est l'information, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure d'un réseau fiable, c'est qu'on ait une information non seulement sur le fonctionnement du réseau, ça en temps réel, mais également sur les capacités de pouvoir assurer son voyage d'un point A à un point B avec d'autres moyens de transport, jusqu'à la marche à pied, je parlais du vélo et autres. Donc ça, c'est vraiment ce qui aujourd'hui fonctionne, je dirais, sur des grands réseaux. Après, alors effectivement, j'ai eu la chance, l'occasion d'être pendant 4 ans sur Dijon. On est sur d'autres tailles de métropole, je pense que vous l'avez en tête, ici 1,4 million. Dijon, c'est un peu moins de 300 000 personnes. Donc là, vous êtes dans une autre logique. Bon, il y a un très beau réseau de transport à Dijon, comme vous en avez en France, sur Angers, Tours et d'autres villes. Là, vous avez, dans le fond, un peu plus le choix. Et donc Dijon, 300 000 habitants, 180 000 voyages par jour et par habitant. Ça veut dire que, grosso modo, si à un moment vous souhaitez prendre votre voiture, un moyen alternatif, faire du covoiturage, c'est possible par rapport à la région parisienne ou par rapport à ce que je vous décrivais à l'instant sur Lyon. Ce qui permet d'avoir d'autres expérimentations. Et si on parle de bien-être par rapport à ça, on a expérimenté donc avec la collectivité, la métropole de Dijon, le fait d'avoir une approche globale des mobilités, c'est-à-dire un titre unique que vous retrouvez là encore sur une carte, soit sur votre smartphone, et qui permet d'avoir une autre forme de bien-être, c'est-à-dire que la mobilité, elle passe par un opérateur unique, et vous avez par rapport à ça la capacité de pouvoir assurer d'avoir l'ensemble de vos mobilités, d'avoir un abonnement unique et autres. Donc ça, c'est la facilité et l'accessibilité. C'est moins possible sur d'autres tailles de métropole, mais globalement, ça vous permet d'avoir cette approche-là. Et là, on est dans la facilité d'accès, et on se rend compte que c'est un élément attractif et important sur ce type de métropole. Maintenant, il est clair que c'est quelque chose qui n'est pas développable. Et là, je vais finir sur le troisième au niveau des territoires. Il faut de l'offre de transport pour garantir ça. Et dans ces sujets-là, on a quand même plusieurs points qui sont importants et qu'on voit dans les enquêtes. Le premier point, c'est que quand on est dépendant d'une offre de transport à plus d'1 heure en fréquence, globalement, et là je parle des territoires sur lesquels il y a moins d'offres, globalement, la voiture est quasiment l'unique recours pérenne. Donc ça pose une réelle question, et le covoiturage peut fonctionner, mais on se rend compte qu'il y a cette problématique quand même toujours, quand on parle de bien-être, qui crée une forme de dépendance. Je parlais tout à l'heure de dépendance entre guillemets des transports, là on est dans la dépendance de la voiture. Et finalement, par les expérimentations, et moi ce que j'ai pu voir dans ce domaine des mobilités, en termes de bien-être, c'est pas en allant se dire, mais finalement on met en place et on renforce la ligne de car et on renforce globalement l'accès, qu'on arrivera encore à générer le bien-être. Il faut que ce service soit fiable non seulement, qu'il corresponde aux attentes, et je reviens surtout qu'il puisse accompagner les personnes. Quand on parle de fragilité, là en l'occurrence on parle des jeunes, des personnes également au niveau professionnel sur des déplacements, qui puissent avoir une certaine flexibilité. Et c'est là que ça devient compliqué, parce qu'on va se dire les choses, il y a des questions de financement au niveau des collectivités pour développer l'offre, mais nous en tant qu'opérateurs, il y a aussi la capacité à pouvoir amener cette flexibilité. Alors on a des offres qui ont été développées, des offres de transport à la demande, qui permettent d'avoir aussi une forme de flexibilité et d'approche un peu plus orientée sur les besoins au quotidien des usagers. Mais c'est pas simple. Et j'aurais tendance à dire, on en parlait récemment là, dans un colloque sur les mobilités, finalement notre enjeu majeur en termes de bien-être, de mobilité sur les territoires, il est vraiment sur ce dernier point, sur cette capacité à savoir, avec des moyens et des ressources limitées en termes d'investissement, qu'en termes de développement, finalement d'approche transport et de mobilité au quotidien, de pouvoir développer quelque chose qui fonctionne au niveau des territoires et qui permette d'aller à des périmètres bien plus loin que les 30-40 km autour des métropoles, mais de savoir rayonner sur des approches de mobilité à 80-100 pour aller jusqu'à 150. Donc c'est là qu'on a un enjeu fort. Voilà, donc on voit bien la différence. Et j'aurais tendance à dire, pour connaître un peu le milieu et pour finir des mobilités, entre autres en Europe, pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle. On nous cite souvent la Suisse. Bon, la Suisse, ils ont un autre niveau de financement. Clairement, c'est vrai que c'est confortable. 8-10 minutes votre train en fréquence, vous avez de la capacité, des trams ou même des lignes de bus, là encore à un quart d'heure. Ça fonctionne. Ils ont quand même quelques soucis existants, entre autres sur des questions autour du milieu médical. Je vous citais la Norvège également, un autre exemple. On se dit la Norvège, ça fonctionne bien. Là, on bosse beaucoup avec eux, entre autres, je citais Oslo et Stockholm également en Suède. Il y a cette question de l'offre de transport, mais vraiment de l'écoute des usagers. Et moi, pour finir mon propos, je me permets, bien-être, j'aurais dû le dire au début, mais c'est bien-être pour qui, vous avez cité tout à l'heure, c'est pour qui et comment. Et dans ce domaine-là, il est quand même toujours important d'aller chercher les personnes qui sont dépendantes aujourd'hui des mobilités, de les accompagner vers les mobilités, d'avoir des tarifications adaptées. Et je cite en dernier exemple, entre autres, dans les démarches qu'on peut mener, on a beaucoup de partenariats, nous, dans les quartiers priorité de la ville, dans les QPV. Et dans ces démarches-là, une des expérimentations intéressantes en termes de mobilité, ça a été d'aller chercher un certain nombre de personnes, des femmes en particulier, pour les accompagner sur le vélo, sur la prise des mobilités, et qui a un regard positif dans ce cadre-là. Ça a été des points importants, et c'est comme ça qu'on se dit aussi qu'on arrive à développer des démarches qui sont positives en termes de bien-être.
Donc, une question du public qui s'interroge sur est-ce que le couplage finalement entre vélo et transport, c'est un facteur qui favorise le bien-être territorial. La question elle va beaucoup plus loin justement sur l'accompagnement des personnes sur ces modes de mobilité-là, la fiabilité du service, etc. En fait, le point là-dedans, c'est, je reprends le terme de bien-être, c'est-à-dire d'être bien finalement. Enfin, c'est de jamais opposer les moyens de transport, hein, de le dire aussi directement, c'est de les rendre complémentaires. Et c'est d'assurer une coexistence. Donc, bon, là, je vais vous parler de la vraie vie du quotidien. Nous, on a 2500 conducteurs et conductrices de bus ici sur le réseau. Le développement, a priori, du vélo, c'est quelque chose qui regarde avec certaines distances, enfin qui regardait avec certaines distances. On mène des opérations vie ma vie, c'est-à-dire qu'on a des salariés, un certain nombre qui prennent le vélo au quotidien. Donc il y a toujours ce côté, cette dualité. Je suis cycliste et je suis derrière mon poste de conduite. Comment je vis ça? On mène ces opérations-là. Ça doit être complémentaire, ça prend du temps, et je me permets de réinsister sur un point vraiment fondamental. Ça passera, les technologies, c'est bien, il en faut, mais ça passera vraiment par une compréhension, par une approche humaine et un travail de fond. Et par rapport à ça, si on parle de bien-être, en tout cas moi, je dirais assez modestement dans les mobilités, il faut se dire aussi qu'il faut du temps pour mener tout ça. Et on est un peu toujours pressé dans notre monde aujourd'hui. Vous développez une infrastructure de vélo, on le voit bien ici. Pendant 3-6 mois, ça va râler parce que globalement, ça passe au niveau, il y a un passage piéton, ça passe entre les vélos et les piétons, ça passe devant une ligne de bus ou de tram, et vous vous rendez compte, et nous on a l'expérience actuellement, qu'après un an, quand les personnes ont pris le bus ou que vous avez votre cousin qui conduit un bus, que quelqu'un commence à prendre le vélo, finalement, on se rend compte que ça fonctionne et que c'est vertueux. C'est ce qu'on vit sur Lyon. Moi, j'ai eu l'occasion de le vivre sur Dijon, mais je redis, ça existe sur tout le territoire. J'ai eu l'occasion d'habiter en Italie. Turin est un très bon exemple et c'est en train de se développer. Donc, il faut prendre du temps et de l'approche humaine si j'essaie de faire un résumé de ce propos. Merci beaucoup pour ce point de vue du côté des mobilités. On va à présent voir ce que finalement le bien-être, les actions mises en place en matière de bien-être au niveau d'un territoire qui est le Creusot-Monceau. La transition est toute faite. Vous parlez d'habitants, d'humains avant toute chose, et je crois que la collectivité territoriale, son projet de mandat, on a notre président, David Marty, président de la communauté urbaine Creusot-Monceau, qui, avec son équipe, a créé un projet de mandat 2020-2026, mais qui s'inscrit aussi depuis plusieurs années avant. Et il dit souvent, au départ de tout, il y a un habitant. Et les politiques publiques telles qu'elles sont imaginées, telles qu'elles sont construites, telles qu'elles sont travaillées et telles qu'elles évoluent au fur et à mesure de la transformation de la société, des nouveaux enjeux, du développement durable, de la manière dont on veut vivre sa ville maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans avant la crise du Covid, et ce qui n'est pas le cas encore hier et qui ne sera pas le cas demain. La capacité qu'a une collectivité territoriale, c'est d'être au contact avec ses habitants. Et que de fait, elle a cette subjectivité, mais qui est à la fois une réalité. Ça revient à l'étude d'INSEE qui met en évidence l'idée selon laquelle il y a des scores différents, mais du coup qui implique une réalité aussi différente qu'il faut prendre en compte dans cette appréhension du bien-être des habitants, que moi j'appellerais du bien-être humain, en fait, avant toute chose, qui s'impacte sur le bien-être territorial. Parce que, comme on se disait en tout premier lieu, c'est interdépendant. On ne peut pas avoir de bien-être territorial si on n'a pas un bien-être humain, et on ne peut pas avoir un bien-être humain s'il n'y a pas un bien-être territorial. Et c'est là, en ce sens, où la communauté urbaine Creusot-Monceau, pour vous donner un peu une description du territoire, c'est un territoire qui est en pleine transformation socio-économique. C'est un territoire qui se transforme beaucoup d'un point de vue, avant toute chose, économique, parce qu'on a de nombreuses implantations nationales et internationales qui sont en train de s'implanter et qui vont s'implanter, qui vont générer énormément, plusieurs milliers d'emplois sur 3, 4, 5 ans. Et c'est comment on va intégrer ces nouveaux habitants dans une logique de bien-être des habitants et de bien-être territorial. Et dans ce cadre-là, la communauté urbaine réfléchit à mettre en place, et réfléchit à mettre en place de nouveaux dispositifs. Et c'est là où je vous rejoins, ma collègue d'à côté, où il faut voir aussi ce qui se passe ailleurs. Donc on est dans une logique d'internationalisation. Ça ne veut pas dire que tout est transposable. Tout ce qui fait ailleurs ne sera pas transposable chez nous. On s'inspire aussi de ce que fait Lyon et Dijon, parce qu'on travaille beaucoup avec le territoire de Dijon, notamment dans le cadre de Bourgogne Industrie. Bourgogne Industrie qui est l'acte 2 de territoire d'industrie, qui regroupe les grands territoires d'industrie
industrie pour qu'il y ait des créations et des synergies pour travailler le développement du territoire sur différents volets. Sur l'acte 2 de territoire d'industrie, la métropole de Dijon a souhaité intégrer la communauté urbaine et les 5 communes, justement dans cette volonté de collaboration, de coopération et de créer des synergies pour se dire, là, ce que vous faites chez vous, ça fonctionne pas mal, on va essayer de transposer chez nous à l'échelle de ce qui est faisable chez nous, parce qu'on connaît notre population. C'est là où l'échelle intercommunale elle a de l'intérêt, parce qu'en fait, on parlait de participation citoyenne, mais les élus sur le territoire, ils font ça tous les jours. Ils sont tous les jours en contact avec les habitants. Donc, à l'aide d'études très chiffrées de l'INSEE, à l'aide d'expériences très pointues, telles que Keolis sur les sujets de mobilité, à l'aide de tous les partenaires, nous, on travaille en coopération pour que cette transformation socio-économique qui s'opère, on la construit, on poursuit en tout cas sa construction de manière réaliste avec les bien-être des habitants. Et nous, on en revient toujours. Hein. Au-delà des habitants, c'est des êtres humains, en fait, avec des aspérités et des besoins. Et si je dois donner des exemples bien précis, Bourgogne Industrie, c'est 500 000 habitants, piloté par la communauté urbaine Creusot-Monceau, avec Dijon Métropole et 5 autres communautés de communes. Et là, on est dans une logique de complémentarité des compétences. Dijon, qui est plus axé sur le médical, l'agroalimentaire. La CUCM, on est sur l'énergie, la technicité de la métallurgie, le ferroviaire. On développe aussi, là, on a une nouvelle société qui s'implante, qui est la grande joaillerie française. Donc, on essaye de diversifier aussi les compétences, mais vous allez me dire c'est que de l'économique. Oui, mais derrière le développement économique, il y a quoi? Des nouveaux habitants de tout âge. On a aussi notre population qui est vieillissante. C'est comment croiser ces nouveaux habitants avec nos populations vieillissantes, en considérant le bien vivre et le bien vieillir sur le territoire. Donc on essaye de créer et on crée des lieux d'hybridation et d'innovation et on crée des offres. On est en train de réfléchir à comment construire des logements qui vont lier les seniors, les étudiants, les nouveaux cadres qui vont arriver sur le territoire, les ouvriers, voilà, créer des sortes d'hybridation et d'innovation, pour vous donner des exemples concrets, hein. Et une initiative aussi de la communauté urbaine Creusot-Monceau, et je m'arrêterai par là pour ne pas être trop longue, que le président a appelé l'accompagnement 360 degrés intégré. C'est une logique systémique de toutes les politiques publiques. Une personne d'entre vous a dit on ne peut pas cloisonner, et c'est vrai, parce qu'en fait, quand il y a développement économique, il faut développer le logement. Quand il faut développer le logement, il faut développer le service public. Quand on développe le service public, on développe l'aménagement urbain. Là, on est en train de réfléchir aux mobilités. Vous parliez du vélo, vous parliez de la voiture. On est sur un territoire où mettre 100% vélo, c'est pas possible. Mettre que du covoiturage, c'est pas. Donc, on est en train de réfléchir à comment on hybride tout ça pour répondre aussi à des nouveaux habitants qui vont venir, qui sont d'autres générations, des générations un peu plus jeunes avec d'autres aspirations. Donc, nous, on s'inspire un peu de tout ça. On est dans une véritable transformation socio-économique. Et on se dit qu'il y a de belles opportunités, et des séquences comme celle-ci, où on entend des initiatives qui se font, permet à un territoire en devenir de créer les conditions, à la fois, pour répondre du coup à la thématique de la table ronde, d'un bien-être territorial, mais d'un bien-être des habitants et humains. Pour poursuivre sur cette question de la diversité des aspirations des habitants, Judith Baudelet. Oui, alors je vais revenir, je vais faire écho à tout ce qui vient d'être dit. D'une part, sur la première chose, sur la question de la transversalité ou de la complémentarité des politiques publiques. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de ministère du bien-être territorial. Donc forcément, voilà, ça pourrait être pas mal, peut-être aussi, pour nous remonter le moral. Dans les collectivités, on n'a pas non plus de direction du bien-être territorial. Donc c'est sûr que de toute façon, dans la fabrique des politiques publiques et dans leur mise en œuvre, on est forcément, j'allais dire, toujours un petit peu en silo. Donc évidemment, il y a des initiatives et il y a des documents qui permettent de mettre en cohérence. Les projets de territoire sont censés être aussi faire la convergence et la symbiose, la synergie de ces différentes politiques publiques pour donner une représentation du bien-être territorial ou de la qualité de vie et du bien-être
bien-être des habitants. Donc peut-être qu'une des solutions, ce serait peut-être que quand on fait un projet de territoire ou quand on cherche à faire quelque chose de 360 degrés, c'est peut-être se dire il y a peut-être une mission bien-être territorial justement pour faire converger toutes ces politiques publiques. Ça m'amène une deuxième réflexion par rapport à ça, c'est aussi la question des échelles en fait territoriales. On l'a vu au travers des cartes de l'INSEE. Voilà, ça se lisse. Quand on rentre, voilà, c'est beaucoup plus contrasté. Et donc, en fait, le bien-être territorial, enfin, ça a été dit plus ou moins, c'est qu'il est à contextualiser aussi par rapport à une échelle territoriale. Le bien-être territorial, il ne va pas être vu de la même manière à une échelle régionale qu'à une échelle d'un QPV. Et avec les aspirations aussi des habitants, il y a la question des curseurs aussi. C'est-à-dire que si on reprend la question des quartiers politiques de la ville, le bien-être territorial, donc le bien-être du quartier, le bien-être des habitants, si on les interroge, c'est peut-être la question de la santé, mais ce qui revient, sans faire polémique, ce qui revient, c'est quand même aussi le sentiment de sécurité, la tranquillité. Donc si on leur dit, oui, vous êtes dans un quartier où le bien-être est plutôt satisfaisant parce que vous avez un bon accès à ceci ou une bonne desserte en transport, mais qu'au quotidien, ça se passe pas très bien dans les relations, et sur l'espace public, ça va venir, ça pose la question. Et donc pour un peu peut-être conclure aussi, c'est que vous l'avez évoqué, Fiona, sur le fait de faire participer les habitants ou la société civile en matière d'évaluation du bien-être, mais je pense que c'est aussi en amont le plus possible dans la fabrication de la politique publique, du projet de territoire. C'est aussi, le bien-être, il doit aussi être, il doit être adossé à un projet de territoire qui lui-même doit être à minima concerté avec les habitants. On est vraiment aussi dans cette co-construction pour bien prendre en compte à la fois les spécificités des territoires, les spécificités, les singularités, les aspirations des habitants et au-delà des habitants, de toutes les forces vives du territoire, parce qu'on a aussi évidemment les acteurs économiques qui ont leur point de vue, les acteurs associatifs qui ont le leur. Donc voilà, donc c'est au moins concerté pour partager une représentation du bien-être sur le territoire, et ce, quelle que soit l'échelle, à ces différentes échelles. Si on a un projet de territoire de quartier, ça ne va pas être le même qu'un projet de territoire fait à l'échelle communale ou intercommunale. Voilà, en gros, un peu ce que... Merci beaucoup. Je reviens sur quelques questions qui ont été posées, notamment sur les indicateurs. Est-ce que vous, suite à l'établissement de vos indicateurs, est-ce que vous avez des recommandations particulières à émettre à destination notamment des collectivités ? Est-ce que, c'est aussi pour Fiona, est-ce que vous utilisez l'IA pour compiler les données voilà, en termes de méthodologie, on va dire. Et une troisième question, c'est comment vous arrivez à prendre en compte finalement les différentes aspirations des habitants en fonction de leur tranche d'âge, parce qu'on imagine bien sûr qu'il y a une très grande diversité aussi si on prend en compte cette dimension. Alors, la première question concernant... Alors, vous avez vu, le bouquet d'indicateurs que j'ai commenté est un bouquet limité. Et on a beau dire c'est du multifactoriel, mais en même temps, le bouquet, il n'avait pas beaucoup de roses. Voilà, donc il fallait aussi... alors, donc on a effectivement... nous, on travaille le plus possible de manière partenariale, c'est-à-dire qu'on s'associe... généralement de manière gratuite ou quasi gratuite avec une collectivité, ça peut être aussi avec un service de l'État, justement pour essayer de guider, non pas pour conseiller, mais pour apporter des éléments éclairants à travers notre savoir-faire statistique sur l'état du territoire, sur peut-être les équipements, etc. Et puis si possible, la satisfaction des habitants voilà, du dit territoire.
Et donc, alors, il y a un défi qui se pose là, parce qu'effectivement, tout de suite, Madame Baudelet parlait du sentiment d'insécurité. Dans les indicateurs que j'ai présentés tout à l'heure, il n'y a pas cette information, en fait, parce que nous n'en disposons pas aujourd'hui. On aurait pu, sur un territoire ou deux, mobiliser des choses, mais je réaffirme cela parce que c'est important, c'est une question quasiment citoyenne pour nous, c'est que toutes les collectivités n'ont pas les mêmes moyens. Et que nous, notre éthique, c'est précisément d'être en capacité de produire, je dirais, un socle de base d'informations, d'indicateurs pour tout type de collectivité, les petites comme celles qui ont des moyens plus conséquents, plus importants. Par exemple, Grenoble, avec toute la démarche qui a été présentée par Madame Ottaviani. Là, c'était quand même un gros projet qui s'est inscrit dans le temps, etc. Mais l'immense majorité des intercos, des collectivités, n'ont pas cette possibilité. Alors nous considérons qu'à l'INSEE, nous devons apporter au moins une offre de base minimale d'informations qui permettent à toutes les collectivités de mûrir un projet de territoire. Donc ça, c'est vraiment important. Alors donc, dans ces partenariats éventuels, quand notre offre intéresse, effectivement, on est preneur d'informations complémentaires. Ça peut être des informations sur l'insécurité, ça peut être des informations sur des équipements qu'on n'aurait pas, nous, dans nos sources de données. On peut imaginer tout plein de choses, mais il faut savoir que dans ce cadre-là, le risque, c'est que le territoire ne puisse plus se comparer à d'autres territoires a priori comparables, parce que l'information complémentaire apportée peut ne pas exister dans l'autre département a priori comparable, etc., ou l'autre interco. Voilà. Un territoire, je rappelle, j'enfonce une porte ouverte, mais n'est jamais seul. C'est parfois, on observe ça chez les élus, hein, c'est de raisonner, dire, moi je connais bien mes habitants, je connais bien mon territoire, etc. Moi je rencontre des maires, hein, et effectivement c'est souvent bluffant, le degré de détail. Mais en même temps, il y a aussi ce qui se passe ailleurs. Là tout à l'heure dans les témoignages, on a parlé d'Oslo, on a parlé de la Scandinavie, on a parlé d'ailleurs. Un territoire doit aussi assumer le fait de se comparer à d'autres types de territoires, tout simplement pour le retour d'expérience, en fait, hein, simplement le retour de vécu. Alors, sur l'intelligence artificielle, nous, alors, la réponse, elle va être une réponse de Normand, parce qu'en fait, à l'INSEE, dans nos productions d'activités, dans nos productions de données, on utilise l'intelligence artificielle depuis au moins 20 ans, notamment pour les questions de codification, de métiers, de professions, d'activités, etc. Mais par contre, aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative qui consiste à produire du commentaire de manière automatique à la place d'humain, ça, on ne le fait pas encore. On commence à l'expérimenter un petit peu pour compléter nos pratiques de travail, et je souligne bien le compléter. Oui, je pense que la question après, c'était plus justement comme on a affaire potentiellement à une grosse masse de données. Je pense que c'était moins sur l'aspect, on va dire, un peu plus négatif et contestable de l'utilisation de l'IA que la question était posée, mais plus sur, voilà, on voit bien que vous maniez un certain nombre de données. Du coup, est-ce que ça peut être un moyen finalement de traiter l'information? Ça peut être un moyen, mais en fait, on a déjà, je ne veux pas détailler, puis en plus, je ne suis pas informaticien non plus de métier, mais on a déjà des capacités de calcul et de traitement qui sont énormes, hein, en fait, et qui ne cessent déjà, enfin, les capacités des ordinateurs, les capacités des logiciels, etc. Enfin, moi, je vois bien, hein, sur mon parcours dans la statistique publique qui commence à être un peu long, c'est incroyable l'évolution des capacités de calcul, de traitement, de modélisation. C'est inouï, hein, la mutation en 30 ans, 40 ans qu'on a vécu. Et donc, je pense que de ce point de vue, on peut être extrêmement optimiste sur la mobilisation, la création d'indicateurs ou d'informations complémentaires. Puis sur les questions de tranche d'âge, alors dans les indicateurs que je vous ai présentés, on ne fait pas ce détail. Enfin, si, il y a des indicateurs qui font référence à des tranches d'âge. Mais oui, en soi, c'est quand même un peu assez basique pour nous. C'est toujours de zoomer par catégorie d'âge. Salia Maklouf, vous souhaitiez rebondir? Oui, je voulais rebondir sur votre propos, sur l'idée selon laquelle les collectivités connaissent leur territoire, connaissent leurs habitants. Mais dans le cas de figure de la communauté urbaine Creusot-Monceau, qui est dans une telle transformation socio-économique, les élus ont conscience qu'ils ne peuvent pas rester sur leurs acquis, quand bien même ils ont déjà bien fait, et ça a été prouvé, d'où deux axes de travail majeurs, la coopération avec les territoires,
d'une manière générale. L'exemple de Bourgogne Industrie qui intègre 5 communautés de communes, dont Dijon Métropole, qui nous permet de travailler en synergie, mais aussi l'objectif de se transformer à l'aune de territoires internationaux. Et on appelle ça le territoire de demain. On a lancé toute une démarche de benchmark pour savoir comment, sur d'autres territoires, et on se déplace. Hein, on est à Copenhague la semaine prochaine, on était en Croatie, on a été à Londres, on va voir, on est vraiment dans une logique, on va aller à Boston en mars, on essaye de voir quel territoire ont de l'avance, parce qu'il y a des territoires qui ont de l'avance. Si je vous donne le cas concret des mobilités, parce que nous, on a un véritable sujet de mobilité à devoir développer très, très prochainement sur le territoire, Copenhague, ils ont la culture du vélo. Mais ça fait 50 ans qu'ils ont la culture. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est quelque chose qui est ancré. Nous, demain, dans le développement des mobilités, dans le cadre du bien-être des nouveaux collaborateurs, bien évidemment qu'il faut que ce soit multimodal. On ne peut pas avoir que des transports en commun, on ne peut pas avoir que du vélo, on ne peut pas avoir que du covoiturage. Et l'idée, c'est d'aller chercher ailleurs qu'est-ce qui se fait et de le remettre à notre échelle. Et donc, cette idée de benchmark, d'internationalisation et d'essayer de se renouveler avec les autres, c'est vraiment, je le dis parce que c'est vraiment une volonté de la communauté urbaine Creusot-Monceau d'aller s'inspirer ailleurs des bonnes pratiques. Et en tout cas, on y est. Et j'espère que d'ici un an, de quelques années, on vous dira, on a trouvé ce qui pouvait être transposable chez nous et qui fonctionne pour accompagner la transformation socio-économique. On va venir sur la question de finalement l'usage des indicateurs dans les politiques publiques. Il y a une question en fait qui rejoint une des questions que je souhaitais notamment vous poser, Fiona Ottaviani, sur la question de comment finalement avoir des informations fiables, pertinentes, si on les utilise à la fois pour informer et pour décider. Donc on pose la question de la performativité finalement qu'il y a autour des indicateurs et de leur usage. Est-ce qu'on n'oriente pas à travers l'usage de certains types d'indicateurs de bien-être l'action publique qui va être mise en place, par exemple ? Alors, c'est bien l'enjeu. Donc, je vais peut-être revenir, simplement, justement, quand on parle d'usage, parce qu'il y a quand même cette idée on aurait des indicateurs et de facto, ils serviraient directement à la politique publique. Or, on voit bien que justement, c'est pas le cas et que justement, souvent, on est très frustré que ce soit pas le cas. Même si on voudrait pas faire du chiffre un pilote automatique. Et du coup, ça amène à mettre le focus vraiment sur comment on fait en sorte que ce soit intégré dans les routines en fait de fonctionnement des acteurs du territoire, ces nouvelles données. Donc c'est pas simplement comment à un temps T il y a une production intéressante, riche, bien construite qui existe, mais comment ça vient s'insérer dans les logiques déjà existantes et donc ça pose derrière, alors du point de vue de l'acteur public, la structuration par exemple des réseaux d'observation du territoire, comment les mailler, comment faire en sorte qu'il y ait effectivement du partage de données là-dessus, des productions régulières. Et du coup, ça amène à se dire pas simplement comment on a abouti en fait aux bons indicateurs sur cette dimension-là, mais ça amène à dire on crée une information nouvelle qu'on peut synthétiser de différentes manières. Et finalement, il y a plein de stratégies différentes qu'on peut utiliser. Et donc, l'INSEE a utilisé une certaine stratégie ici avec les moyennes, avec des indicateurs qui sont plutôt effectivement sur les inégalités. Il y avait eu d'autres travaux préalables de l'INSEE qui étaient aussi avec des approches plus typologiques, qui sont aussi intéressantes. Donc, il ne faut pas on va dire se priver de la gamme des entrées qui peuvent exister. Et donc, on peut très bien avoir des approches de typologie de territoire, des approches qui sont plutôt de typologie publique. Nous, on a beaucoup utilisé ça à Grenoble et c'est de grand intérêt de se dire sur telle dimension, quelles sont les personnes qui se réalisent ou pas et pourquoi. Et vu qu'on a une donnée d'enquête, on est capable de tracer le portrait robot de qui va avoir des difficultés de santé, qui va avoir des difficultés particulières sur le temps et quels sont le type de difficultés. Donc vraiment une identification fine, comme le disait Thomas, de ce vécu-là et du coup de trouver des leviers d'action qui soient nouveaux par rapport à ça.
Donc, on a ces stratégies-là, et puis on peut avoir un traitement beaucoup plus descriptif aussi de données qui sont intéressantes. Nous, par exemple, pour rebondir sur aussi des exemples qui ont été pris, on a la donnée sur la crainte que les personnes ont de sortir la nuit. C'est une donnée intéressante à suivre de manière longitudinale pour savoir si effectivement l'approche qu'on a mise en place pour l'accompagnement des personnes, elle fonctionne de ce point de vue-là. On voit bien que les femmes ont beaucoup plus peur d'aller se balader le soir, effectivement, dans les centres-villes. Donc du point de vue de l'usage, il y a vraiment à penser ce lien aux acteurs. Et nous, le premier usage qui a été cranté à Grenoble, mais c'est le plus évident sur la plupart des territoires, c'est cet usage en termes d'observation. Mais c'est pas simplement on produit un rapport, c'est comment on continue ce qui a été produit en termes de données, en termes d'analyse, en termes de cadres conceptuels. Ça vient alimenter le design des politiques publiques. C'est-à-dire on pense logement par rapport à toutes les dimensions du bien-être. On veut faire une étude finalement plus fine sur la solitude des personnes âgées, on va structurer par rapport au cadre qui existe. Donc c'est comment ces démarches du bien-être, ça devient un cadre structurant pour ensuite, finalement, aussi aller des fois sur des études plus quali quand ça s'y prête, parce qu'il n'y a pas forcément à faire une enquête à intervalles extrêmement réguliers. Nous, le rythme d'enquête, il est plutôt sur 5 ans, c'est celui qu'on préconise. Et pour les territoires ruraux, on serait plutôt sur des modules très courts. Et on a eu des tests qui ont été notamment sur les territoires de Chambaran, parce que la démarche, elle a été reprise et retestée aussi en Isère. Donc sur le volet observation, il y a vraiment ce crantage-là. Sur le volet évaluation, les premiers tests, et quand je dis évaluation, c'est vraiment évaluer la valeur d'un programme, d'une politique publique, d'une action, etc. Les premiers usages, ça n'a pas été directement les collectivités, ça a été les conseils de développement, avec lesquels on avait beaucoup travaillé sur l'interprétation collective des résultats d'IBES, qui rejoint la question véritablement sur comment on stabilise. Le danger, c'est vraiment de croire que justement, on pourrait se passer de ce stade d'interprétation collective. Or, c'est un stade essentiel si on veut que les acteurs ils inventent de nouveaux usages par rapport à cette réflexion-là. Et ce n'est pas ceux qui ont participé au début de la démarche qui vont les inventer, ces usages en routine. Ce sont les associations, les entreprises, les professionnels qui vont œuvrer tous les jours sur ces thématiques-là. Donc, sur le volet évaluation, nous, les premiers tests qu'on a eu en termes d'évaluation sur le territoire, c'est le Conseil de développement qui s'est dit, sur le SCOT et sur la politique économique, sur le PLUI, on veut regarder ces politiques-là, poser les questions évaluatives au regard de l'ensemble des dimensions du bien-être. Et puis la collectivité, elle a aussi elle-même tenté finalement cette évaluation au regard du bien-être, notamment sur des entrées liées au logement, au programme NRU et à la rénovation thermique, où souvent on va simplement évaluer sur par exemple le reste à vivre, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui reste aux gens du fait par exemple de la rénovation thermique, qu'est-ce qu'ils ont gagné monétairement. Or on se rend bien compte c'est totalement frustre et ça ne renseigne pas bien les bailleurs sociaux sur l'effet du programme. Si on va sur les dimensions du bien-être, là, on a un suivi, une évaluation qui va vraiment servir itinéraire à la transformation du programme. Je boucle juste sur le volet pilotage. Le volet pilotage est plus neuf. Derrière, il pose une question clé qu'on n'a pas abordée, mais qui est fondamentale, qui est la question des seuils, des limites sociales planétaires, autrement dit la question des boutaniques. Qu'est-ce qui est assez ? Dont il y a la contre-proposée, qu'est-ce qui est trop. Et je vous signale juste du coup un rapport qu'on vient de faire paraître et qui répond à une question qu'il y a eu précédemment, qui est sur les co-bénéfices de la sobriété et le bien-vivre, donc un rapport ADEME qui fait le bilan sur 16 initiatives de qu'est-ce que ça révèle du lien entre sobriété et bien-vivre et comment on peut avoir non pas des choses qui marchent dans une direction opposée, mais comment on peut révéler justement des leviers communs sur le volet social et environnemental. Désolée, merci. Non, sur cette question justement de compatibilité entre objectifs, je voudrais passer la parole à Judith Baudelet, parce que vous avez évoqué à la toute première question la question de la ZAN, etc. Donc finalement, on voit bien que vous nous dites il ne faut pas raisonner en silo, il faut penser le bien-être comme un élément de cadrage à la fois des différentes politiques et des actions mises en œuvre, mais typiquement, l'objectif de bien-être, est-ce qu'il est par exemple, compatible avec la contrainte de zéro artificialisation nette, l'objectif d'atteindre la propriété pour certains habitants, etc. C'est un exemple potentiel de peut-être conflit, comme on peut en avoir sur d'autres types de thématiques, sobriété, bien-être, etc. Changer mode de consommation ou non. Oui, non, mais il est là le point dur, en fait, entre ce que
les politiques publiques ou la politique publique ou même les politiques entendent par bien-être, enfin, parce que dans les politiques publiques un peu générales dont on a parlé, politique économique, politique d'aménagement du territoire, le bien-être, comme je l'ai dit au début, il n'est jamais formalisé, il n'est jamais verbalisé. On a un ensemble de politiques publiques qui, a priori, vont contribuer ou vont participer à une certaine idée du bien-être, voire une certaine idéologie, mais au sens noble du terme, de terme idéologie. Et en effet, ça peut venir en contradiction ou en opposition avec, comme on l'a dit à plusieurs reprises ici, à des aspirations plus individuelles. Donc c'est en ça que je disais tout à l'heure que le lien ou la façon peut-être d'y répondre, c'est justement dans cette approche, on va dire, co-construite d'un projet de territoire qui permette de se donner une définition, sinon partagée, un petit peu consensuelle quand même, de ce que peut être le bien-être en faisant converger les politiques, les différentes politiques publiques et les obligations réglementaires, puisque les politiques publiques, c'est aussi des obligations réglementaires, avec des aspirations des habitants. Puis je pense que Fiona l'a dit aussi très bien, enfin, en conclusion avec la question de la sobriété, le rapport, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui on peut considérer que tout ça c'est des contraintes, que c'est compliqué, mais que malgré tout ça peut quand même révéler et si elles sont prises de la bonne manière et apportées de la bonne manière, ça peut être aussi des aides à des transitions plus justes aussi, avec des transitions plus justes. Donc il faut, c'est un peu bateau de dire ça, mais il faut faire d'une contrainte une opportunité, voilà, pour travailler sur le bien-être territorial. Salia Maklouf, sur le bien-être comme objectif. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Fiona, parce que c'est très juste, en fait. L'utilisation de la donnée, les recherches qui sont faites par l'INSEE ou par les différents chercheurs, elle est essentielle pour les collectivités. Elle est essentielle pourquoi ? Je vais vous donner un exemple très concret sur le territoire. On s'est rendu compte de manière subjective, après le Covid, qu'il y avait une transformation de la précarité, qu'il y avait eu des nouvelles formes de précarité. Il y avait eu un nombre croissant de divorces, donc un nombre croissant de familles monoparentales. Ça, c'est quelque chose que les élus, nous, collaborateurs, on a aussi perçu, qu'on a vécu dans nos environnements personnels, que nos élus se sont dit, il se passe quelque chose d'un point de vue social quand même sur le territoire. Qu'est-ce qu'on a fait ? On ne s'est pas contenté pour transformer notre politique publique de se dire on a le sentiment qu'il y a plus de familles monoparentales, on a le sentiment que du coup il y a un déséquilibre économique. On a eu ce constat-là, ce qui est normal et c'est le rôle des élus en contact avec leurs habitants d'avoir ces perceptions-là. Mais qu'est-ce qu'on a allé faire ? Mais c'est factuel. On est allé sur les sites de l'INSEE, on a regardé les chiffres, on a allé... Non mais c'est très sincère parce que le document qu'on a établi, les première page, on a dit voilà le sentiment territorial de nos élus, voilà les chiffres qui ont été faits par des chercheurs et voilà les données statistiques objectives qui y sont. Il s'est avéré que c'est venu croiser avec le sentiment politique du territoire et on a mis en place, je pourrais vous donner 1000 exemples, mais on a peu de temps, donc je vais vous en donner un. Dans le cadre de cette logique sociale où on s'est dit qu'il y avait quand même des difficultés naissantes qu'il fallait accompagner différemment, nous, on a un territoire qui se développe économiquement de manière exponentielle et on a des élus qui se sont dit on ne peut pas se développer de cette manière et laisser d'un côté, alors notre président nous a dit on ne peut pas laisser sur le côté toute une partie de la population qui se retrouve monoparentale, qui n'ont pas l'habitude d'aller au CCAS, qui n'ont pas l'habitude d'aller voir ce type de dispositif parce que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés dans des conditions familiales et sociales qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Donc on a pris les chiffres INSEE, on a mis en perspective avec la volonté politique et on a créé un dispositif à l'échelle de la communauté urbaine Crozon-Monceau qui s'appelle Innov Insertion CUCM. On a mis toutes les structures d'insertion autour de la table. On a fait le même constat. Eux-mêmes s'étaient retrouvés à des situations avec des publics qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir, donc ils n'avaient pas la méthodologie. On s'est fait accompagner par des structures, en l'occurrence le groupe SOS, un des acteurs de l'ESS et de l'accompagnement à tout ce qui est impact
pacte social qui nous accompagne pour ce dispositif Innov Insertion CUCM. Et du coup, c'est en cours, hein, ça date de 2 ans et demi, on est en train de revoir nos politiques publiques à l'aune des transformations aussi, des profils qui ont changé leur équilibre économique. Et tout ça, c'est parti de données statistiques et de l'appréciation, je dirais pas subjective, mais en tout cas de l'appréciation terrain des politiques. Donc les deux sont en fait, de mon point de vue, liés, essentiels et interdépendantes. Et le point que vous soulevez est intéressant parce que aussi le bien-être, il évolue dans le temps en fait. Donc il faut aussi prendre en compte cette dimension temporelle, conjoncturelle. Nécessaire, les politiques, les chercheurs, tout est nécessaire en fait pour cette évolution. Il est l'heure de s'arrêter sur cette session. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être intervenu sur cette question du bien-être territorial. Merci à l'ensemble des participants d'avoir assisté à cette session. Et je vous invite à aller voir les différents sites que vous ont donnés nos intervenants pour aller un peu plus loin sur cette question du bien-être territorial. Merci et belle journée à tous et toutes.